Bientôt 14 h, bienvenue sur BFM TV si vous nous rejoignez cet après-midi pour l'après-info. Bienvenue à tous, bonjour Zachary. Bonjour Fanny. Bienvenue pour l'actualité à la une. Aujourd'hui, évidemment, nous reviendrons sur cette galère. Bientôt la fin dans les TGV après les sabotages massifs d'il y a 2 jours. La situation est de nouveau à la normale dans l'Est, à 70% rétablie dans l'Ouest et le Nord. Tout devrait être rétabli lundi matin, l'assurent les dirigeants de la SNCF. On sera avec Pierre Barbin dans un instant, gare Montparnasse. Audace, créativité, impertinence. Les organisateurs des Jeux Olympiques font le bilan de la cérémonie d'ouverture d'hier. Alors que du côté des athlètes, c'est parti pour la compétition. Les Bleus sont en demi-finale de rugby. Nous serons au Stade de France. Et une avancée majeure dans l'enquête sur la disparition de la jeune Lina. De l'ADN de l'adolescente de 15 ans disparue dans le Bas-Rhin il y a 10 mois a été retrouvé dans une voiture découverte dans le sud de la France. Et au lendemain de cette cérémonie d'ouverture des JO grandiose et menée sans accroc dans les gares, la SNCF, elle, est toujours à pied d'œuvre pour rétablir le trafic à la suite du sabotage qui a été géant dans la nuit de vendredi à samedi. Et l'axe atlantique a été le plus touché par ces perturbations. Pierre Barbin, vous êtes à la gare Montparnasse dont les trains partent dans cette direction. La situation rentre petit à petit dans l'ordre ? Oui, exactement. Enfin, c'est vrai que ça a été la galère hier. On sait qu'il n'y a eu aucun train au départ de cette gare Montparnasse jusqu'à 13 h et il n'y avait qu'un train sur 3 au départ de la gare Montparnasse dans le reste de la journée. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. 7 trains sur 10 qui partent normalement depuis cette gare en direction donc de l'axe atlantique. C'est ce qu'expliquait il y a quelques minutes le ministre des Transports démissionnaire avec le PDG de la SNCF. C'est grâce notamment à un travail exceptionnel des agents de la SNCF qui ont travaillé d'arrache-pied toute la nuit pour rétablir au mieux la circulation. Alors malgré tout, il y a tout de même des retards sur certains trains d'1 heure jusqu'à 2 heures, mais d'autres ont plus de chance et même s'il y a des retards, certains prennent les choses plutôt avec philosophie. Écoutez Loïc notamment au micro de Baptiste Deveau. La situation, j'attends mon train pour Bordeaux qui est prévu à 14h05. Normalement pas de retard, mais je vois qu'il y a des trains qui devaient déjà être partis, qui ne sont pas encore partis. Donc je suppose que moi aussi j'aurai certainement un petit peu de retard. Je suis pas inquiet, pour l'instant c'est 3/4 d'heure à 2 heures de retard. J'ai pris mes dispositions, ça devrait bien se passer. C'est juste pour les enfants que ça sera certainement un peu plus long en fait. Ouais, vous prenez les choses avec philosophie. Quand on a le temps, oui, on les prend avec philosophie. Maintenant je pense à ceux qui ont des impératifs, où là j'imagine que ça peut être très compliqué, surtout quand les trains sont annulés. Parce qu'il y a malgré tout encore des trains qui sont annulés. On le voit sur les panneaux d'affichage ici à la gare Montparnasse. Il y a donc encore des perturbations 24 heures après ces sabotages. Il y en aura encore demain. Mais le PDG de la SNCF l'assure, tout reviendra à la normale lundi. Merci beaucoup Pierre Barbin avec Corentin Préat depuis la gare Montparnasse à Paris. Sur cet axe atlantique, ce sont donc 7 trains sur 10 qui circulent désormais. Retour à la normale également sur l'axe nord avec même trafic, 7 TGV sur 10 et une situation totalement rétablie sur l'axe est vers Strasbourg avec un trafic revenu, lui, totalement à la normale. Le trafic devrait être totalement rétabli lundi matin. Écoutez Jean-Pierre Farandou, PDG de la SNCF, qui se félicite du travail accompli par ses équipes. On s'est mobilisé, je l'avais dit, c'est notre devoir. On a rempli notre devoir. Les agents de réseau sont admirables. Dans tous les endroits de sabotage, ils ont travaillé depuis hier matin en 3/8. En particulier cette nuit, vous imaginez des projecteurs, il n'y a pas d'éclairage quand on est le long des voies, sous la pluie, et ils ont rabouté les fils un par un. Leur travail acharné a porté ses fruits, puisque ce matin, on avait la bonne nouvelle d'avoir retrouvé un service normal sur l'Est de la France. Voilà, donc on a le Sud-Est et l'Est qui marchent bien. Alors pour comprendre comment ça fonctionne, toutes ces réparations, toutes ces lignes ferroviaires, Julien Joly est avec nous, expert transport pour Wavestone. Merci d'être notre invité aujourd'hui. Alors il y a 28 000 km de voies ferrées en France. Est-ce que c'est si facile de saboter des lignes ferroviaires comme ça a été le cas ?
Vous l'avez dit, le réseau français est très étendu, 28 000 km de lignes, donc c'est très compliqué de sécuriser l'ensemble du réseau. Ce qui est remarquable dans l'attaque d'hier, c'est les points qui ont été choisis, qui n'ont pas été choisis au hasard. C'est des points de bifurcation, ce sont des postes qui servent à aiguiller les trains sur différentes branches du réseau ferroviaire. Et en choisissant ces points-là, les auteurs, forcément, ont généré des impacts assez importants, très importants même sur le réseau ferroviaire. On a vu plus de 800 000 voyageurs impactés. Et on entendait Jean-Pierre Farandou à l'instant s'exprimer. Et le travail mené a été remarquable par tous les cheminots et les cheminotes pour rétablir le trafic en un temps record, en quelques heures, dans des conditions pas faciles, de nuit. Il y avait beaucoup de pluie aussi hier soir. Donc je pense qu'on peut saluer aujourd'hui le travail formidable qui a été mené par la SNCF pour rétablir le trafic. Les infrastructures dont vous dites qu'elles sont stratégiques, est-ce qu'elles sont aussi vulnérables ? Oui, effectivement, elles sont vulnérables parce que du coup, ces infrastructures sont des postes qui commandent l'aiguillage des trains. Il y a aussi dans ces postes des équipements de signalisation du réseau qui sont des équipements de sécurité indispensables au bon fonctionnement du réseau et pour que les trains circulent en toute sécurité. Et la remise en état prend du temps puisqu'il faut quand même se rendre sur le terrain. Les équipements attaqués sont des chemins de câbles, donc il peut y avoir une 50aine de câbles qui sont endommagés. Donc il faut les remettre en place un par un, procéder à des vérifications techniques pour vérifier que ces câbles fonctionnent correctement avant que le trafic puisse reprendre progressivement. Il y a aussi des procédures qui sont mises en place avec des trains aussi tests pour vérifier le bon fonctionnement du réseau avant de remettre la circulation de TGV à près de 300 km/h, comme vous le savez. Alors quand on voit l'impact que ça peut avoir sur toutes ces lignes, on l'a vu, c'était quasiment toute la France, toutes les lignes grande vitesse qui ont été touchées. On se pose la question forcément de la sécurisation de ces installations. Comment est-ce que c'est opéré de manière générale quand tout fonctionne bien? Comment est-ce qu'on sécurise ces infrastructures? Tout d'abord, il est très difficile de sécuriser les 28 km de lignes. Pour les lignes dont on parle, ce sont les lignes grande vitesse, donc les lignes TGV. Elles sont protégées par des grillages en fait tout le long des voies ferrées, ce qui empêche toute pénétration sur le réseau, sur les emprises ferroviaires. Et sur les postes qui ont été ciblés, il y a aussi des protections, donc des barrières, des barbelés qui ont malheureusement été sectionnés par les auteurs de ces faits. Il y a également de la vidéosurveillance, mais il faut bien avoir à l'esprit qu'il n'y a pas un agent dans ces postes, dans tous ces postes. Il y a près de 1500 postes d'aiguillage en France. Ce sont des postes qui sont pilotés à distance. Donc c'est très difficile d'avoir une présence 24 heures sur 24. Et le ministère des Transports a annoncé ce matin des mesures exceptionnelles pour renforcer la sécurité dans les prochains jours, avec la mobilisation de près de 1000 cheminots et cheminotes sur le terrain, l'utilisation d'hélicoptères aussi de surveillance et également de drones, près de 50 drones qui vont permettre d'assurer la sécurité dans les prochains jours sur le réseau. Bon, on comprend que c'est assez difficile normalement d'accès avec ces grillages, ces barbelés, etc. qui protègent ces installations, ces coffres électriques. Alors comment est-ce qu'on explique ce qui s'est passé? Est-ce que ça veut dire que forcément les personnes qui sont intervenues sur ces endroits très précis savaient ce qu'ils faisaient et donc ils avaient des informations que le commun des mortels n'a pas? Effectivement, l'attaque coordonnée et ciblée sur ces infrastructures sensibles laisse à penser que cela a été préparé méticuleusement, que ça n'a pas été choisi au hasard. La SNCF connaît chaque année plusieurs milliers d'actes de vandalisme, mais à chaque fois, ce sont des actes isolés et les impacts sont beaucoup moins importants que ce qu'on a connu hier et qu'on connaît encore aujourd'hui. Donc, il y a une enquête qui est en cours. Elle fera la lumière aussi sur le profil, en tout cas, des auteurs. Mais en tout cas, tout laisse à croire que ça a été bien préparé, les auteurs sont bien renseignés, étaient bien renseignés, puisqu'on voit l'impact que ça a et les points qui ont été choisis, une fois de plus, ne l'ont pas été au hasard. Et surtout le calendrier très particulier, la veille de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Donc ça peut laisser penser aussi des tentatives de nuire aussi à cet événement olympique. Merci Julien Joly, direction l'Eure-et-Loire. Avec vous Théo Touchet, vous êtes justement à Courtelin où l'un des postes d'aiguillage a été saboté il y a 2 jours. Comment se déroulent les opérations de réparation ?
Oui, les équipes de la SNCF qui sont à pied d'œuvre, vous les voyez sous ces tentes en train de réparer les câbles. Une 60aine de câbles endommagés par ce sabotage. Et pour vous donner une petite idée, chaque câble, c'est une 50aine de fils à vérifier, à inspecter et à reconnecter un par un s'ils sont endommagés. C'est donc un vrai travail de précaution. Un travail qui va prendre du temps avec environ une 100aine d'agents déployés tout le week-end et aussi un travail de la plus haute importance. Pourquoi ? Parce que c'est ici que se rejoignent 2 lignes TGV vers Paris, celle de Bordeaux et celle de Rennes. C'est-à-dire que si le réseau ferroviaire est impacté juste ici, c'est tous les voyageurs de l'axe atlantique qui vont être impactés. Impactés par ce sabotage, je vous le rappelle, qui a débuté dans la nuit de jeudi à vendredi aux alentours de 4 h du matin. Un ou plusieurs individus auraient sectionné le grillage de ce site très surveillé et ensuite déclenché un incendie au niveau de ce chemin de câbles électriques. Alors aujourd'hui, le trafic revient progressivement à la normale. On voit d'ailleurs quelques trains qui passent parfois à vitesse très réduite. Des tests sont encore prévus cette nuit. L'objectif, c'est un retour à la normale complet d'ici lundi. Bon, c'est compliqué sur le rail, vous l'avez compris. Ça s'arrangera en tout cas d'ici lundi, ce que promettent en tout cas les dirigeants de la SNCF. Alors, comment partir tout de même en vacances, malgré les perturbations dans ces trains? Vous allez voir, de nombreux passagers ont dû trouver un moyen forcément alternatif pour ne pas amputer davantage leur congé. Reportage de Pierre Desmith avec Bérangère Cana. Ces voyageurs en transit à Paris se sont rués dans une agence de location de voitures pour rejoindre leur destination finale. Mon train était annulé, les voitures, il n'y en a plus dans les agences de location. Et puis ce qu'on trouve maintenant, c'est 500 € la journée. Et ben là, ça fait depuis 1 heure qu'on cherche une voiture. Je vais y aller en avion, en bateau c'est compliqué. Ouais. Garder le sourire à tout prix malgré les difficultés pour ce groupe d'amis de retour de Thaïlande. Pour se rendre à Nantes, ils devront terminer leur trajet en bus. Solution de repli, nous voilà à Orly. On a trouvé un flexibus qui va nous emmener jusqu'à Nantes avec un changement à Angers, donc un retour très très long. Ce couple de Japonais, eux, devait se rendre à Bordeaux depuis Paris pour assister à des épreuves olympiques. Nous avions 2 choix pour nous rendre à Bordeaux, l'avion ou le bus. Mais l'avion était trop cher. Si le trajet en bus est plus long, il est souvent moins cher que le train ou l'avion. Alors de nombreux voyageurs se sont rabattus sur ce moyen de transport. On constate effectivement depuis ce matin une hausse des demandes d'à peu près 25% sur nos sites internet, donc des recherches. Et on a vu sur certaines lignes des hausses de réservation de l'ordre de 15 à 20%. Au total, ce sont plus de 800 000 passagers qui sont impactés par l'attaque massive contre le réseau TGV et les annulations qui en ont résulté. Et si vous prenez la route, attention, le trafic est très chargé ce week-end. Chassé-croisé entre juilletistes et haussiens. Bison futé, voie noire sur toute la France dans le sens des départs ce samedi. Et c'est rouge dans le sens des retours, sauf en Ile-de-France où ça reste noir. On va voir comment ça se passe justement sur le terrain. Avec vous, Damien Chartron, on vous retrouve. Vous êtes sur l'autoroute A7 du sud de la France. Vous êtes au sud de Lyon. Alors comment ça roule à l'heure actuelle ? Écoutez, au sud de Lyon, juste au sud de Lyon, à 15 km, ça roule pas trop mal. Vous allez le voir sur les images de Mathias Serres, autoroute A7, sur cette aire de Solès qui est fluide, ici, à cet endroit précis, dans les 2 sens. Mais on vient de Lyon, et évidemment, ça bouchait sur quelques kilomètres dans le sens des retours sous le tunnel de Fourvière, avant le tunnel de Fourvière. Et puis, c'est au sud, évidemment, comme souvent, que ça bouge plus. Les temps de parcours sont multipliés par 3, nous dit Bison futé, pour faire Lyon-Orange, donc c'est 4h20 au dernier pointage il y a 1 heure contre 1h35 d'habitude. Et là on est avec des futurs vacanciers, entre des gens qui sont déjà sur la route des vacances et qui étudient la carte justement parce que vous avez vu qu'il y avait des bouchons. Voilà, alors on a un point ici là à Valence, ici sur le téléphone, là, on le voit bien, voilà à Valence. Ça bloque où du coup? Ça doit bloquer légèrement avant déjà. Donc il y a la possibilité de sortir sur la Nationale 7, de contourner un peu le bouchon et de reprendre plus loin l'autoroute. Oui, parce qu'en fait c'est ici que ça bloque le plus, a priori. Ici le petit morceau là. Voilà, donc ce morceau-là qui bloque le plus. Donc là vous aviez... Un petit morceau encore en orange un peu plus bas, mais ça a l'air d'aller à peu près. Oui, parce que vous allez à Béziers, vous m'avez dit, hein, oui, c'est ça. Et vous êtes parti de Thionville. Et il y a 3 générations dans la voiture en plus. Bon, merci beaucoup, bon courage. Donc système D, on va peut-être sortir de l'autoroute, vous allez voir, vous allez sortir. En fonction du ralentissement, si ça bloque complètement ou pas.
Bon courage, prudence évidemment, et puis la pause toutes les 2 heures, comme on dit. Voilà. Merci à vous. Évidemment, ça bloque aussi plus tard pour faire Orange-Marseille. Il faut éviter l'A7 entre 16h et 18h. Et là, c'est plus vers Saint-Rambert-d'Albon, où on va aller un petit peu plus tard avec Mathias Aretz pour voir comment évolue ce bouchon qui va évidemment se déplacer plus au sud. C'est compliqué sur l'autoroute A7, c'est un des week-ends les plus chargés, avait prévenu Bézon Futé, mais ça bloque plutôt maintenant vers Valence. Merci Damien Charton, ça roule mal, mais prudence. Donc vous le rappelez, vous étiez avec Mathias Arez. Peut-être une lueur d'espoir dans l'enquête sur la disparition de Lina. Une avancée majeure, l'annonce encourageante vient de la procureure de Strasbourg. Oui, en effet, de l'ADN de la jeune fille de 15 ans, dont la trace a été perdue il y a 10 mois environ, près de son lieu de résidence de Plaine dans le Bas-Rhin, a été découvert dans un véhicule volé retrouvé dans le sud de la France. Mathis Menu. Il s'agit sûrement de l'avancée la plus importante depuis la disparition de l'adolescente. L'ADN de Lina, 15 ans, a été détecté hier dans un véhicule volé retrouvé par les enquêteurs, près de là où l'adolescente avait disparu. L'ADN de Lina a été retrouvé, mais on peut supposer également que d'autres ADN ont été retrouvés. Et ça, c'est tout aussi important parce que le fait de savoir que Lina est passée dans ce véhicule, c'est une chose. Le fait d'avoir d'autres ADN indiciels peuvent orienter vers des protagonistes. Selon la procureure de Strasbourg, la découverte de l'ADN de l'adolescente dans ce véhicule devrait permettre de localiser Lina. L'espoir renaît chez ses habitants de Plaine, commune où vivait l'adolescente. Aujourd'hui, on a la preuve comme quoi une enquête, elle n'est jamais finie. Et on espère toujours qu'elle soit en vie. Maintenant, une réponse, ce sera la plus belle des choses déjà. J'espère qu'elle va être retrouvée. C'est ça. C'est ça l'importance pour la maman, voilà, les parents. Les investigations se poursuivent pour comprendre dans quelles circonstances l'adolescente est montée dans le véhicule. Lina, 15 ans, avait disparu en septembre 2023 dans le Bas-Rhin, sans laisser de traces, malgré les nombreuses recherches effectuées. Toute autre chose, peut-être faites-vous partie de ces 300 000 chanceux qui ont assisté hier à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques et Paralympiques en bord de Seine, ou comme Zachary et moi, peut-être des 22 millions en tout cas de téléspectateurs qui étaient devant leur télé bien au sec. En tout cas, le spectacle valait le détour, hein, n'est-ce pas Zachary ? La diversité sous toutes ses formes était à l'honneur du show mis en scène par Thomas Joly. Féministe, queer, métissé, cet hymne à la tolérance a parfois été jugé subversif. Son directeur artistique s'en est expliqué en conférence de presse. Notre intention était d'inclure. Alors évidemment, quand on veut inclure tout le monde, eh bien, il faut n'exclure personne. Et ça pose cette question-là. Mais notre intention n'a jamais été d'être impertinent ou d'être subversif, comme je l'ai dit tout à l'heure. Notre idée, c'est simplement que oui, dans cette grande diversité, il y a besoin d'être conjointement... nous avons en tout cas voulu, nous, conjointement, inclure tout le monde. Voilà. Inclure tout le monde. Et parmi les artistes, les nombreux artistes qui se sont produits hier, vous n'avez pas pu oublier la prestation de Philippe Catherine. Bonjour Philippe Catherine. Vous nous faites un honneur aujourd'hui d'être notre invité sur BFM TV. Alors, vous êtes actuellement au Club France, hein, on vous retrouve là-bas. Bon, on voit que déjà vous avez changé de couleur, vous n'êtes plus bleu hier. Justement, alors on va déjà revenir sur cette polémique, sur ce spectacle jugé trop subversif. On a entendu les explications de Thomas Joly. Qu'est-ce que vous en dites, vous ? Oui, je n'ai pas compris. Pardon ? Alors, oui, Thomas Joly, excusez-moi, je n'ai pas compris la question. Oui, voilà. Alors, Thomas Joly s'est expliqué sur cette polémique d'un spectacle jugé trop subversif. Qu'est-ce que vous en dites, vous, de ce spectacle hier ? Comment vous l'avez vécu ? Oh, moi, j'ai très bien vécu. J'ai regardé ça pendant que je me faisais peindre en bleu. Alors, j'ai eu le temps de le voir. J'ai trouvé ça très, très fou, libre, frais surtout. Et après les polémiques, j'en sais rien. À vrai dire, s'il n'y avait pas de polémique, ce serait pas marrant. Si tout le monde était d'accord, avait le même avis, quel ennui sur cette terre. Ça serait un autre fascisme. Donc j'ai trouvé évidemment son idée d'inclusion est très bonne. Je veux dire, on ne va pas choisir l'exclusion. Ça serait quelque chose d'horrible. Donc, évidemment, c'est l'évidence qui a parlé hier. Alors, vous nous direz Nakamura avec la garde républicaine. Franchement, c'était une grande joie.
Vous parlez d'évidence, Philippe Catherine. Oui. On va revenir sur votre costume de scène. Vous êtes apparu sous une cloche, Dionysos nu, le corps peint en bleu au milieu d'une corbeille de fruits. C'était quoi l'inspiration? Dites-nous. L'évidence? Moi, j'ai apporté ma chanson. Je leur ai fait écouter parce que le nu, évidemment, rejoignait les origines des Jeux Olympiques. Les premiers athlètes en Grèce étaient nus. On le voit sur les peintures, les gravures de l'époque. Et j'ai apporté cette chanson, ils ont voulu la jouer. Et après, je me suis abandonné aux équipes. Alors, ils ont voulu me peindre en bleu. Je me suis abandonné complètement à leur fantasme. Mais j'en étais très heureux. Et le public était également très heureux de vous voir aussi libre hier sur scène avec ce Luxor J'adore revisité, mixé justement avec votre nouveau single Un nu. Alors les spectateurs étrangers n'ont pas tous bien saisi. Donc là, vous nous avez expliqué l'inspiration, la nudité des premiers athlètes des Jeux Olympiques. Comment est-ce que vous réagissez au fait que ces étrangers, parfois, à la télé, n'aient pas compris ce plaidoyer pour la paix que vous avez voulu faire passer? Déjà peut-être la barrière de la langue. On avait demandé des sous-titres, mais je suis pas sûr que le CIO ait accepté. Même ils ont refusé parce que la chanson dit quelque chose de très simple. Il n'y aurait pas eu de guerre si on était resté tout nu. Et d'ailleurs, où cacher un revolver quand on est tout nu? Bon, c'est une question simple, mais c'est un message, disons, de paix. Et puis l'idée que, au fond, les premiers hommes seront peut-être les derniers. Peut-être que l'avenir sera naturiste si on va vers la décroissance. Vous voyez ce que je veux dire? On voit très bien. On a un petit peu envie des coulisses aussi, Philippe Catherine. Comment est-ce que vous avez travaillé avec Thomas Joly, avec ses équipes pour mettre en place ce tableau? C'est-à-dire que chacun travaillait atelier par atelier, j'allais dire. Donc moi, je n'ai pas rencontré beaucoup d'autres artistes. Je crois que les pièces du puzzle se sont rassemblées hier soir, à la surprise de tous, et peut-être même des concepteurs de cette cérémonie. Donc c'est la seule et unique fois où ça pouvait être joué dans cet endroit. Donc c'est vraiment de l'ordre de la performance unique. Donc c'était vraiment atelier par atelier. Il y a eu une ou deux répétitions, pas plus. Alors quand même, la petite différence, parce qu'on va parler dans un instant de ce qui attend aussi. Il y a votre album qui va sortir en novembre, et puis vous allez faire ensuite une tournée des Zéniths en avril 2025. Mais là, ce que vous avez vécu hier, c'est quand même exceptionnel. Plus de 2 milliards de téléspectateurs dans le monde entier devant leur télévision pour assister à ce spectacle retransmis partout. C'est un trac particulier pour vous ? C'était même pas un rêve, c'était que, en tant qu'exhibitionniste de nature, dès qu'il y a une caméra, un appareil photo, devant 2 milliards de personnes, c'est vrai que j'étais servi, comblé d'un point de vue personnel. Je crois que j'aurais de la difficulté à aller plus loin dans le fantasme. Mais voilà, moi j'étais une pièce dans le rouage. Ce qui m'a impressionné surtout dans cette cérémonie, c'est de voir les athlètes. Et puis alors j'ai regardé à la télé, c'est vrai que voir Zinedine Zidane, Laura Flessel, Laure Manodou, tous ensemble, Tony Parker, je trouvais que la fin avec ces athlètes en blanc qui se passaient le relais, c'était très émouvant. D'ailleurs c'était très simple comme tableau, mais c'était magnifique. Et puis l'apothéose avec Céline Dion quand même. Bien sûr, merci Philippe Catherine. Vous n'êtes pas que Dionysos, votre album Zouzou sort en novembre. Première tournée des Zéniths, ça sera en avril 2025. 9 dates, ça commence le 11 à Rouen, Bordeaux le 5, Lille le 29 et la fin à Paris le 30. Les Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est aussi et surtout le sport. Au programme aujourd'hui de l'escrime, du cyclisme, du hand ou encore du rugby à 7. Et Antoine Forestier, justement, on va vous retrouver, vous êtes au Stade de France puisque la demi-finale de rugby à 7 se joue aujourd'hui, France-Afrique du Sud, une arène qui sera évidemment chauffée à blanc pour soutenir Antoine Dupont et ses coéquipiers. Coup d'envoi à 15h30, alors comment ça se prépare déjà chez les spectateurs ?
Ça y est, ils arrivent les spectateurs. On aura 80 000, à peu près 80 000 supporters encore aujourd'hui pour encourager ces joueurs de rugby à 7, notamment Julien et Alexandre qui sont à mes côtés. Déjà un petit peu d'appréhension là, à peu près 1 heure du coup d'envoi. Un petit peu, on a hâte de voir ce que ça va donner, de voir si on continue sur la même lignée qu'après les quarts de finale. Donc on a très hâte de voir ce que ça va donner. Ouais. Les précédents matchs, vous les avez regardés à la télévision. Qu'est-ce que vous avez pensé des Sud-Africains? Ils sont costauds en défense. Ouais, je les ai trouvés très costauds. Techniquement, ils sont très forts aussi. Donc ça va être un match hyper difficile. Mais bon, c'est quand même la première chance de médaille française, donc il faut aller au bout. Quoi. Il va falloir donner de la voix, c'est votre première expérience là, sur les Jeux Olympiques à Paris. Vous avez prévu d'aller supporter les Bleus, il va falloir mettre l'ambiance tout à l'heure. On va se donner à fond tout à l'heure. On a commencé déjà avec les matchs de foot cette semaine, pas encore les Bleus pour moi, mais l'idée c'est vraiment de pousser. On a des jeux à domicile, autant en profiter à fond pour être derrière les Bleus. Et ensuite, il y aura potentiellement soit une finale, soit un match pour la 3e place. Vous serez là jusqu'à quoi, 20h ce soir, 20h, 20h30. Vous y croyez à la potentielle médaille d'or ou alors les Fidji, c'est vraiment trop fort pour les Bleus? Non, c'est faisable. Je pense qu'on les a déjà joués. On a fait un bon match. On était clairement en amélioration, donc je pense que c'est clairement faisable. En tout cas, on va y croire et on va tout faire pour que nous, supporters, ça fonctionne. On est là pour ça, en tout cas. La confiance est là, vous l'avez entendu. Les supporters sont en train d'entrer dans le stade. Ils vont vivre encore une très belle journée de rugby à 7 avec, on l'espère, une médaille. Il y a finalement 3 chances sur 4 pour que nos Bleus repartent avec au moins la médaille de bronze, argent ou or. On verra tout à l'heure. Et on espère l'or, bien sûr. Antoine Forestier avec Tom Beck. Passez à votre programme aussi facilement que ça avec Ulysse. Ulysse, et c'est réglé. Le point sur le trafic en ce week-end de chassés-croisés, juilletistes, haussiens et bisons futés voie noire sur toute la France dans le sens des départs ce samedi. C'est rouge dans le sens des retours, sauf en Ile-de-France, ça reste noir. Et donc soyez prudents sur les routes, Pensez bien à la pause toutes les 2 heures et surtout aux vérifications d'usage sur votre véhicule. Bérangère Cana, Marjorie Marciac. Un dernier coup d'œil sur le moteur avant de prendre la route. Pour la sécurité de moi et puis des autres autour de moi, des autres voitures. C'est une obligation. Quoi? Pour la sécurité. Et avec mes enfants aussi, je ne veux pas prendre des risques. Une sécurité assurée par Guillaume et son équipe. Oui, vidange, pneumatique et effectivement freinage. En période de forte activité, nous avons effectivement des effectifs qui sont gonflés. Une première étape de contrôle, la pression des pneus. Et surtout d'éviter des éventuels éclatements et de surconsommation, puisque avec l'état des routes, si le pneu était sous-gonflé, vous risquez potentiellement un éclatement du pneu et d'être bloqué sur l'autoroute. Et ensuite, c'est sous le capot de la voiture que Guillaume va faire les dernières vérifications. Donc là, vous avez l'huile qui doit se situer entre ces parties-là. Si effectivement vous n'avez pas assez d'huile dans le moteur, le principal risque c'est que le moteur casse. Important de vérifier toujours le niveau de l'huile, voire avoir un bidon d'huile pour réajuster si besoin, si le véhicule consomme un peu sur la route. Sans oublier l'huile pour le lave-glace et le liquide de refroidissement. C'est des choses qui sont complètement à la portée de tous pour regarder et pour être tranquillisé si malheureusement vous n'avez pas pu prendre de rendez-vous ou venir avant faire l'entretien de votre véhicule dans un garage. Des petits gestes simples qui peuvent vous éviter un dépannage avec des tarifs qui ont grimpé d'environ 4% depuis un an. Vous avez regardé votre programme aussi facilement que ça avec Ulysse. Ulysse, et c'est réglé. La météo. Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique. La météo avec Groupe Verlaine. Pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables. Groupe Verlaine. Votre météo avec Coltou de Cyanolite. La colle pour tous vos projets de bricolage. Coltou. Coltou dans tous les cas. Regardez la météo en bonne compagnie avec la compagnie des déboucheurs. Bonjour monsieur. Entretien, débouchage et intervention sur tout type de canalisation. Et nous avons toujours ce même front qui ondule depuis hier sur le pays, de l'ouest à l'est, cette bande nuageuse qui recouvre complètement la moitié nord du pays. Donc sous ces nuages, quelques précipitations toujours bien présentes, surtout sur le centre, l'Île-de-France et en direction
du nord-est. On pourrait aussi avoir quelques averses orageuses sur le centre-est, le nord-est également dans le courant de l'après-midi. Demain matin, vous le voyez, il restera encore les traces de cette humidité sur le centre-est. Encore quelques pluies sur le sud de l'Alsace. Nous retrouverons un ciel bien voilé sur le sud-ouest, du côté du Limousin également. Ailleurs, ce sera bien ensoleillé. Petit bémol, toutefois, près des côtes de la Manche, là, pas mal de nuages bas, de plaques de grisaille, mais dans le courant de l'après-midi, eh bien, ce ciel mettra tout le monde d'accord. On sera tous logés quasiment à la même enseigne. Du soleil, un ciel variable. On aura juste sur les reliefs quelques averses orageuses possibles qui pourraient se déclencher dans le courant de l'après-midi. Vos températures, on les découvre. Là aussi, on va les surveiller. Ces températures, elles vont bien évoluer dans ces prochains jours. Elles restent un peu fraîches. Demain matin, 9 degrés à Cherbourg, 12 à Paris, déjà 24 à Nice. Ça commence à monter sur les régions du sud et regardez dans l'après-midi, 36 degrés, la hausse s'installe, se met en place là aussi du côté de Toulouse, 35 à Marseille, 34 à Grenoble, il fera 26 à Paris. Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance. C'était votre météo avec Coltou de Cyanolite. La colle pour tous vos projets de bricolage. Coltou. Coltou dans tous les cas. C'était la météo avec la compagnie des déboucheurs. C'est un bravo, super. Entretien, débouchage et intervention sur tout type de canalisation. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez, c'est l'après-midi info et il est tout juste 14h28. Une avancée majeure dans l'enquête sur la disparition de Lina. L'ADN de l'adolescente retrouvée dans une voiture, de quoi permettre de localiser la jeune fille, dit déjà la procureure de Strasbourg. Bientôt la fin de la galère dans les TGV après les sabotages massifs d'il y a 2 jours. La situation est de nouveau normale dans l'Est et rétablie à 70% dans l'Ouest et le Nord. Tout devrait être définitivement sur les rails lundi matin, assure la direction de la SNCF. Et puis Paris s'est réveillé des souvenirs de cérémonies olympiques plein la tête, mais la fête ne fait que commencer. La compétition bien sûr et la vasque accessible aux curieux, direction le Jardin des Tuileries. Une découverte importante dans les recherches de Lina, 15 ans, disparue en septembre dernier en Alsace. L'ADN de la jeune fille a été découverte dans une voiture volée. Une avancée majeure, c'est ce que dit le parquet de Strasbourg. La jeune fille de 15 ans avait été aperçue pour la dernière fois à Plaine dans le Bas-Rhin. Elise Phillips, vous êtes sur place et c'est un rebondissement important. Oui, tout à fait, un rebondissement très important que beaucoup d'habitants ici attendaient depuis des mois. En fait, c'est le profil génétique de la jeune fille qui a été retrouvée dans ce véhicule volé qui était recherché depuis longtemps par les gendarmes et qui a été localisé il y a quelques semaines seulement. Quand ce véhicule a été retrouvé par les enquêteurs, il a été envoyé à l'IRCGN, qui est l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, dans leurs locaux à Pontoise, pour faire des analyses et des prélèvements. Et les résultats de ces analyses sont arrivés il y a quelques jours et ils sont formelle. Selon les enquêteurs, l'ADN de la jeune fille a donc été retrouvé sur plusieurs supports de la voiture. Ça, c'est une source proche de l'enquête qui l'indique à BFM TV. Et donc, les enquêteurs ont conclu que Lina a été transportée dans ce véhicule. On sait aussi que cette voiture intéressait depuis longtemps les enquêteurs parce qu'elle a été localisée dans le périmètre de la disparition de Lina en septembre dernier. Donc, vous le disiez à l'instant, c'est une avancée majeure. C'est d'ailleurs comme ça que la procureure de la République de Strasbourg évoque cette avancée dans son communiqué hier soir. Mais Lina n'a toujours pas été retrouvée. En revanche, la procureure finit son communiqué sur une phrase assez importante puisque selon elle, ces derniers éléments, cette avancée majeure devrait permettre de localiser la jeune fille selon elle. Elise Phillips avec Inès Médétonion. Pauline Revenat, chef du service police-justice de BFM TV, nous a rejoint. Bonjour Pauline. Bonjour. Cela faisait 10 mois maintenant que les investigations piétinaient jusqu'à donc cette découverte, l'ADN de Lina retrouvé. C'est déterminant dans l'enquête ? C'est déterminant, c'est surtout l'avancée la plus importante dans ce dossier depuis sa disparition. C'était le 23 septembre 2023. Souvenez-vous, Lina envoie un message et le téléphone cesse d'émettre. D'abord, des témoins la voient sur la route entre 11h15 et 11h30. Ce sont les dernières traces de la jeune fille et son téléphone cesse d'émettre à 11h22. Jusqu'à cet ADN retrouvé dans cette voiture volée 10 mois plus tard. C'est dire l'importance de cet élément. Les enquêteurs, ils cherchaient cette voiture en particulier en octobre et bien après. Souvenez-vous, il y avait eu beaucoup de vérifications, des perquisitions, le domicile d'un professeur qui avait été inspecté, des gardes à vue aussi en mars dernier. Un couple de septuagénaires disait avoir vu Lina. Un autre homme avait été entendu, avait été ensuite réauditionné. Mais
ça ne donnait rien, il n'y avait pas de débouché. Et aujourd'hui, oui, on peut le dire, c'est une avancée majeure, si importante que la procureure s'avance en disant qu'elle devrait permettre, je cite, de localiser l'INA. Alors justement, Pauline, l'enquête se poursuit. Qu'est-ce que cette découverte va changer dans la suite de ces investigations? Alors l'objectif principal, évidemment, c'est de retrouver et de localiser et de retrouver l'INA. On l'a vu dans le communiqué de la procureure, elle est très optimiste, la procureure. Le second objectif, c'est de savoir qui se trouvait dans la voiture avec elle. On imagine que les experts de l'IRCGN travaillent pour isoler d'autres ADN, celui du propriétaire, mais aussi celui de tierces personnes qui ont pu conduire le véhicule. Donc, isoler cet ADN d'abord si c'est possible, si c'est exploitable, voir si cet ADN est connu dans les fichiers des empreintes génétiques pour en connaître le propriétaire. C'est évidemment l'une des pistes de travail sur lesquelles travaillent les enquêteurs. Mais il reste beaucoup de questions aujourd'hui. Quel lien y avait-il entre l'INA et la personne qui conduisait ce véhicule? La connaissait-elle? Est-elle montée dans la voiture de son plein gré ou a-t-elle été contrainte? Voilà, beaucoup de questions auxquelles vont devoir répondre les enquêteurs. Oui, beaucoup de questions réveillées avec cette découverte, mais malgré tout, c'est une enquête de temps long. Ça fait 10 mois maintenant que la jeune fille est portée disparue. Une cellule d'enquête est toujours active. Oui, c'est la même cellule qui a été ouverte en octobre dernier. Ce sont des enquêteurs qui travaillent à plein temps sur cette disparition. Ils sont une vingtaine d'enquêteurs et un profiler. Cette cellule, elle est toujours active. Elle l'est d'autant plus aujourd'hui avec cette avancée majeure. Et les gendarmes travaillent en binôme avec cette cellule et explorent diverses thématiques. L'environnement, notamment numérique, de l'INA, on le sait, elle était particulièrement connectée, donc il y a une attention particulière à tous les messages qu'elle a pu envoyer ou recevoir. Ils épluchent les bornages téléphoniques, les caméras de vidéosurveillance, les témoignages. C'est un travail de fourmi colossal, mais vous voyez qu'il finit par payer. Ils peuvent bénéficier aussi d'un renfort opérationnel de l'IRCGN. On le rappelle, c'est l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale. Et jusque-là, ils n'ont jamais rien trouvé, mais avec cet ADN, eh bien, l'espoir renaît aujourd'hui. En effet, merci beaucoup Pauline. Et pour voir comment sur le terrain justement ces investigations vont être menées, on en parle avec un spécialiste, Marc Rolland. Vous êtes capitaine de gendarmerie, porte-parole de l'association des gendarmes citoyens. Alors la procureure de Strasbourg, on le disait, est très confiante, très optimiste. Elle estime que cela devrait, je cite, permettre de localiser l'adolescente. En quoi ? Justement, on souhaite que cet optimisme soit concret, puisse se solder par une avancée majeure et pourquoi pas définitive de ce contentieux judiciaire qui dure depuis plus de 10 mois. Et effectivement, comme le disait votre invitée, Madame Pauline, qui a très très bien résumé la phase technique et scientifique de cette approche procédurale des investigations judiciaires, on a pu créer désormais de manière factuelle et procédurale un lien entre les scènes de crime, celle du lieu supposé d'enlèvement, celle également de ce véhicule et de cet ADN qui trace, qui relie ces différentes scènes de crime entre elles, à charge pour les enquêteurs d'apporter de la cohérence et de comprendre le mécanisme criminel qui a pu se produire. Justement, vous dites, Marc Rolland, les enquêteurs peuvent maintenant relier 2 points géographiques. Comment vont évoluer leurs recherches maintenant ? Alors, on peut exploiter, si c'est encore exploitable, si les données sont conservées dans les bases, et je pense notamment à tout ce qui est vidéoprotection, vidéosurveillance, où il y a une obligation légale d'effacer les images au bout de quelques jours. Si ces images ont pu être conservées, effectivement, il y a matière à exploiter la vidéoprotection, vidéosurveillance des différents sites traversés, des villes, des carrefours sensibles, mais également d'exploiter les péages, d'exploiter les fichiers ANTAI qui relèvent les infractions au code de la route, par exemple. Je pense aux excès de vitesse sur l'autoroute, le cas échéant, mais également à toute cette vigilance numérique que l'on traverse au quotidien, parfois sans s'en rendre compte. Alors, il y a aussi cette question autour de l'ADN, justement. On le disait, ça fait 10 mois que l'INA a disparu et donc on retrouve cet ADN 10 mois plus tard. Concrètement, comment est-ce que les enquêteurs ont travaillé pour trouver cet ADN? Comment c'est conservé? Comment est-ce que ça fonctionne, des recherches sur de l'ADN? Oui, votre question, elle est particulièrement pertinente parce qu'effectivement, juridiquement, scientifiquement, techniquement, on peut dire que l'INA a été dans le véhicule. Pour autant, je vous mets au défi de dire à quel moment elle était dans le véhicule. L'idée, c'est bien de savoir dans quelle partie du véhicule elle a pu se trouver. Sur le siège avant, sur la banquette arrière, possiblement et pourquoi pas en matière criminelle dans le coffre. Autant d'éléments que la science va pouvoir abonder et identifier la nature de l'ADN. S'agit-il d'un ADN de contact, la peau, les chutes de poils, éventuellement les cheveux?
S'agit-il d'un ADN issu de fluides? Je pense aux larmes, je pense à la sueur, je pense au sang, autant d'éléments qui vont pouvoir identifier un début du mécanisme criminel mis en œuvre par le criminel. Évidemment, les enquêteurs ils vont chercher d'autres traces de tierces personnes qui ont pu être en contact avec Lina dans le véhicule. Et là aussi, leur localisation dans le véhicule va permettre d'orienter l'enquête. Oui, et la difficulté pour les enquêteurs, c'est effectivement de trouver un ADN exploitable, puisqu'il peut y avoir des superpositions d'ADN, plusieurs personnes qui se sont assises au même endroit. Donc il peut y avoir une pollution, je dirais, mécanique de cet ADN qu'il conviendra effectivement de discriminer et effectivement, comme vous l'avez dit, savoir les places occupées par les passagers dans le véhicule à un moment donné. En tous les cas, c'est un point déterminant et ça illustre parfaitement ce qu'on dit depuis plusieurs mois sur notre plateau, que la science peut être au service de l'enquête. Et là, on peut le souligner aujourd'hui. Merci, Pauline Tout Revenat, à fait. Merci. Et juste pour reprendre, on est effectivement dans la science criminelle, hein, celle que Locard et Bertillon ont développée il y a cela de plus d'un siècle, juste les avancées technologiques et scientifiques qui auront fait la différence durant ce siècle. Merci Marc Rolland. Je rappelle que vous êtes porte-parole de l'association Gendarmes et Citoyens. La circulation des trains s'améliore au lendemain de l'attaque massive contre le réseau SNCF. C'est mieux, mais ça reste perturbé. Oui, regardez les détails. 7 TGV sur 10 en circulation sur les axes Nord, Bretagne et Sud-Ouest. Résultat, pour les voyageurs, toujours 1 à 2 heures tout de même de retard. Alors il faut s'adapter. Reportage de Milan Argelas avec Anne Lorbans, Hugo Dorsemen et Boris Karlamov. Alors qu'elle est en route vers la gare ce matin, Émilie reçoit ce message. Je dois prendre le train pour partir en vacances et il y a 1 heure de retard et je pense que ce ne sera pas qu'1 heure de retard. J'ai reçu mon message quand on était déjà dans le métro. Du coup, c'était trop tard pour moi d'attendre chez moi. Donc je vais juste attendre à la gare en espérant qu'il n'y ait pas trop de retard. Le secret, s'armer de patience et rester attentif à la moindre évolution. Les panneaux de la gare Montparnasse affichent plusieurs trains retardés ce matin. Les usagers concernés préfèrent accueillir la nouvelle avec philosophie. Ce matin, en regardant sur l'appli, le train était maintenu. En revanche, il va mettre 45 minutes de plus. De toute façon, c'est les vacances, donc on fait avec et puis on s'organise en fonction. A priori, il n'y a pas de retard au départ et 1h10 à l'arrivée. Au moins, on peut arriver. On rentre chez nous. Des retards constatés aussi à Bordeaux, mais pour les passionnés de sport, une priorité, arriver à Paris à temps pour assister au match de rugby ou de basket. Il y a 10 minutes de retard et peut-être ils annoncent 1 heure à l'arrivée, ça passe pour arriver à Paris à l'heure au match aller. On va prendre le train avec un peu de retard, donc ça va, déjà il y a le train. Même si on a 1h30 de retard, on va arriver à Paris. Nous, le match il est qu'à 21h ce soir, donc ça va. Selon les dernières prévisions de la SNCF, 7 trains sur 10 circuleront ce samedi vers le nord, la Bretagne et le sud-ouest, avec des retards d'1 à 2 heures à prévoir. Et parmi les voyageurs impactés, notre journaliste Boris Karlamov, bloqué à Bordeaux depuis hier. Mais ça y est, le trafic reprend sur l'axe atlantique, Boris. Oui, une situation qui s'améliore ici en gare de Bordeaux-Saint-Jean après une journée d'hier pour le moins chaotique. Au moins 10 TGV sont partis depuis ce matin depuis la gare de Bordeaux-Saint-Jean à destination de Paris-Montparnasse. Au total, ce sont 7 trains sur 10 qui circuleront aujourd'hui sur l'axe sud-ouest. Vous le savez, cette ligne à grande vitesse atlantique, elle a été impactée il y a maintenant plus de 24 heures par des actes de sabotage. Énormément de monde derrière moi et parmi ces passagers, il y a plusieurs dizaines de supporters de l'équipe de France de rugby à 7, puisque vous le savez, il y a des phases finales aujourd'hui. Des supporters qui se sont réveillés avec la boule au ventre ce matin, sans savoir s'ils allaient pouvoir et à temps rejoindre Paris pour assister à ces matchs. Je vous propose justement d'écouter ces quelques témoignages recueillis au micro de Florian Gourdin. Stressant parce que nous on a 20 jeunes à amener, on ne savait pas si on devait y aller, pas y aller. Donc jusqu'à hier soir, un peu avant la cérémonie, on ne savait pas si on devait appuyer sur le bouton oui ou non. Et bon, on a fait le choix de se présenter demain ce matin. Et en espérant que ça avance dans la journée. Là, on va prendre le train avec un peu de retard, donc ça va. Déjà, il y a le train. Même si on a 1h30 de retard, on va arriver à Paris. Nous, le match, il est qu'à 21h ce soir, donc ça va. Puis on a réussi à trouver le retour pour dimanche. On a le train quand même qui revient. Même si on met plus de temps, il y a du train, quoi. La situation qui va s'améliorer d'heure en heure avant un retour à la normale prévu pour lundi, annonce aujourd'hui donc du ministre des Transports démissionnaire.
Bernard Aubin, bonjour. Vous êtes ancien ingénieur des transports et exploitation à la SNCF. Vous êtes à la retraite depuis 5 ans maintenant. Alors déjà, on l'a dit, hein, les dirigeants de la SNCF, les dirigeants de la SNCF espèrent un retour à la normale d'ici lundi. Ça a été très rapide, hein, ces travaux. Ça se gère de manière professionnelle à chaque fois de cette manière ? Oui, disons que l'esprit de corps des cheminots de la SNCF, c'est bien entendu de se mobiliser dès qu'il y a le moindre problème. On laisse tout tomber. Éventuellement, si on est en congé, on rentre de congé, on rentre de repos. On se serre les coudes parce que la priorité, c'est quand même le rétablissement de la circulation normale dans des conditions que l'on comprend bien, notamment dans cette période de fort départ et de Jeux olympiques. Vous saluez le travail des cheminots, mais malgré tout, les sabotages ont été importants. Ça visait des points particulièrement stratégiques. Oui, disons que cette affaire, hélas, a été très bien pensée en amont, ce que démontre la concomitance des faits, la conjugaison avec les Jeux olympiques, les points névralgiques qui ont été atteints, je mets entre guillemets, professionnalisme des intervenants, parce qu'ils ont agi sur des armoires de signalisation, et les armoires de signalisation, ce sont des points très importants, puisque les conducteurs de train ont besoin d'avoir des instructions à bord des TGV, pour savoir si la voie est libre, s'ils peuvent avancer normalement. Et si on détruit ces armoires, il n'y a plus d'instructions à bord, donc on ne peut plus rouler normalement. La priorité est donc de rétablir les câblages, de reconstituer ces armoires, et disons que cela a été fait en un temps très record, parce que ce sont des opérations à la fois complexes, qui nécessitent une haute technicité, mais qui nécessitent également par la suite des vérifications. Vous pensez bien qu'on ne va pas relancer la circulation de trains qui peuvent atteindre 300 voire 320 km/h sur des lignes sans avoir fait toutes les vérifications utiles au préalable. Alors pour revenir sur ces actes de vandalisme, hein, vous le disiez, ils n'ont pas été effectués à des endroits choisis au hasard, mais pour autant, ce qui s'est passé, c'est que ce sont des câbles qui ont été sectionnés, que ce sont des câbles qui ont été incendiés, ça ne demande pas une compétence particulière. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, comment ça peut vouloir orienter l'enquête sur le profil des personnes qui ont donc vandalisé ces câbles ? Je pense qu'il y a deux choses à distinguer. Il y a effectivement ceux qui étaient dans l'opérationnel, ceux qui ont réalisé ces dégradations, qui n'ont pas besoin d'être des techniciens très qualifiés en termes de technologie ferroviaire ou autre d'ailleurs, puisqu'on peut incendier des câbles de la SNCF comme on pourrait incendier des câbles téléphoniques ou intervenir sur d'autres installations qui ne sont pas ferroviaires. Ce qui serait intéressant, et je pense que les renseignements sont en train d'y travailler, c'est de s'intéresser aux commanditaires, puisque cette concomitance entre les Jeux olympiques et ces dégradations apportées sur le réseau SNCF est quand même très parlante. On a voulu attaquer la SNCF, on a voulu surtout attaquer l'image de la France dans cette période où son image, heureusement, a quand même été rattrapée par la qualité des prestations qui ont été démontrées hier. Merci Bernard Aubin. Pour les Français qui n'étaient pas bloqués dans le train, 22 millions d'entre eux étaient devant leur télé hier soir pour suivre la cérémonie d'ouverture des JO. Un moment suspendu, magique, a dit aujourd'hui le président du comité d'organisation, Tony Estanguet. Il assume aussi une certaine dose d'impertinence. Oui, c'est une cérémonie avec en point d'orgue l'allumage de cette vasque lumineuse, ronde, au-dessus du jardin des Tuileries. C'était cette nuit et c'était assez magique. Et dans cette course finale, il y avait le double champion olympique de judo, David Douillet. Il dit son émotion d'avoir pris part à la fête. Je vous avoue que cette toute fin de tableau où nous étions tous les athlètes ensemble réunis avant que Marie-Jo ait dit allume la vasque, ça a été un moment qui, je dirais, pourrait tout résumer. C'est-à-dire, on était ensemble, c'était confiné, il n'y avait pas de spectateurs. Et on s'est dit, toutes ces années, toutes ces générations que nous représentons là, toute cette diversité, toute cette complémentarité, eh bien, c'est précisément ce dont on a besoin en ce moment. Et c'est ce que les athlètes vivent à l'intérieur du village olympique. C'est ce qu'ils vont vivre dans leur compétition. Et c'est l'olympisme. C'est tous ensemble. On est capable de faire des choses absolument grandioses. Et cette vasque olympique, cet anneau suspendu, il est à 60 mètres du sol, donc allumé, illuminé, sans combustible. Ça, c'est une prouesse,
puisque cet anneau, eh bien, il est 100% électrique. Et accessible gratuitement, puisque l'anneau surplombe le jardin des Tuileries dans le centre de Paris. Où vous vous trouvez, Edgar Becquet? La pluie n'a pas découragé les curieux. Non, il y a beaucoup de touristes ici au Jardin des Tuileries pour venir voir cette flamme. Regardez sur ces images de Joao Alencar, elle se trouve juste derrière nous, vous le voyez, cet anneau enflammé, surmonté par ce gigantesque ballon. Et donc cette flamme, elle attire de nombreux touristes, des touristes venus parfois du monde entier. On se trouve d'ailleurs avec Yvan, vous êtes un touriste suisse et vous êtes venu exclusivement pour les JO ici à Paris. Naturellement, c'était l'occasion de visiter Paris une fois de plus, de suivre des compétitions, de voir la flamme olympique, c'est tout un symbole. Et justement, ça fait quoi de voir cette flamme olympique, là, cet anneau qui se trouve juste derrière nous? Bon, déjà, bravo aux Français, parce que l'idée de la montgolfière, c'est franchement très réussi. De voir ces flammes, ça permet de sentir le poids de l'histoire, des Jeux de l'Antiquité. Donc symboliquement, c'est magnifique et franchement, c'est très réussi. Comme la cérémonie d'hier soir qui était aussi magnifique. Merci beaucoup Yvan, en tout cas pour vos réponses. Donc une vasque, une flamme qui attire de nombreux curieux, de nombreux touristes ici au Jardin des Tuileries. Vous la revoyez une nouvelle fois, cette vasque qui a été allumée hier par Marie-Josée Pérec et par Teddy Riner. Ce ballon qui sera d'ailleurs dans le ciel chaque soir à partir de 19h et ce jusqu'à 2h du matin. Et puis vous le disiez en plateau il y a quelques instants, c'est gratuit. On peut entrer gratuitement au sein du Jardin des Tuileries pour aller voir au plus près cette flamme, cet anneau olympique, à condition de réserver en amont ses billets sur Internet. Merci pour toutes ces informations et ces jolies images. Edgar Becquet avec Joao Alencar. Tout de suite, notre recette avec un chef. Dominique Rizet délocalise Faites entrer l'accusé en cuisine avec Cédric Hérimé, chef du restaurant La Table. Qu'est-ce qu'on cuisine? En cuisine du poisson aujourd'hui. Réalisation Sébastien Rioux. Bonjour, je suis avec le très talentueux Cédric Hérimé. Bonjour Dominique. Chef de La Table. La Table, bonjour Cédric, c'est le restaurant de la grande épicerie de Paris. Voilà la scène de crime. Exactement. D'accord. La victime, c'est un bar. C'est un bar. Un bar, un poisson mort. Alors comme suspect, on a des courgettes trombolino, un petit verre de cébette, quelques cerises, des amandes pour apporter un petit peu de croquant et de fraîcheur. Donc pour les courgettes, on va les mettre côté tranche pour avoir une belle coloration. Et on va rajouter notre poisson qui va cuire en même temps sur la peau. D'accord. L'autopsie des cerises, tu vas les prendre, on va enlever la queue, les couper en deux. Un demi-tour. Tac. Parfait. Donc on va se faire 2-3 amandes comme ça, hop. C'est ça qui va rapporter une vraie texture après à notre poisson. On les met dans les cerises? Dans les cerises, directement. Cerise, amande. La victime est dans la poêle. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On assaisonne le tartare. On émasse du verre d'oignon. Alors, regarde, la pointe du couteau toujours sur la planche, du sel, un trait d'huile d'olive. Et regarde, notre tartare est fini. Notre poisson, nos courgettes sont cuites. On est bon pour le dressage. On va prendre notre morceau de bar, tu vois, bien croustillant. Notre petit tartare d'amande. Bravo. Merci Dominique. Cédric, t'es vraiment un chef. À bientôt. La météo. Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique. La météo avec Groupe Verlaine. Pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables. Groupe Verlaine. Votre météo avec Coltou de Cyanolite. La colle pour tous vos projets de bricolage. Coltou. Coltou dans tous les cas. Regardez la météo en bonne compagnie avec la compagnie des déboucheurs. Bonjour monsieur. Entretien, débouchage et intervention sur tout type de canalisation. Et nous avons toujours ce même front qui ondule depuis hier sur le pays, de l'ouest à l'est, cette bande nuageuse qui recouvre complètement la moitié nord du pays. Donc sous ces nuages, quelques précipitations toujours bien présentes, surtout sur le centre, l'Île-de-France et en direction du nord-est. On pourrait aussi avoir quelques averses orageuses sur le centre-est, le nord-est également dans le courant de l'après-midi. Demain matin, vous le voyez, il restera encore les traces de cette humidité sur le centre-est, encore quelques pluies sur le sud de l'Alsace. Nous retrouverons un ciel bien voilé
sur le sud-ouest, du côté du Limousin également. Ailleurs, ce sera bien ensoleillé. Petit bémol, toutefois, près des côtes de la Manche, là, pas mal de nuages bas, de plaques de grisaille, mais dans le courant de l'après-midi, eh bien, ce ciel mettra tout le monde d'accord. On sera tous logés quasiment à la même enseigne. Du soleil, un ciel variable. On aura juste sur les reliefs quelques averses orageuses possibles qui pourraient se déclencher dans le courant de l'après-midi. Vos températures, on les découvre. Là aussi, on va les surveiller. Ces températures, elles vont bien évoluer dans ces prochains jours. Elles restent un peu fraîches. Demain matin, 9 degrés à Cherbourg, 12 à Paris, déjà 24 à Nice. Ça commence à monter sur les régions du sud et regardez dans l'après-midi, 36 degrés, la hausse s'installe, se met en place là aussi du côté de Toulouse, 35 à Marseille, 34 à Grenoble, il fera 26 à Paris. Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance. C'était votre météo avec Coltou de Cyanolite. La colle pour tous vos projets de bricolage. Coltou. Coltou dans tous les cas. C'était la météo avec la compagnie des déboucheurs. C'est un bravo, super. Entretien, débouchage et intervention sur tout type de canalisation. Restez avec nous dans un instant, nous reviendrons sur cette amélioration du trafic ferroviaire 2 jours après ces sabotages sur des lignes grande vitesse. Bientôt la fin de la galère en effet, lundi selon la direction de la SNCF. Trafic revenu à la normale sur l'axe Est et à 70% dans l'Ouest et le Nord. On fera le point tout à l'heure en gare Montparnasse avec nos reporters sur place.